Bon, monsieur le député, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs les habitants, mesdames et messieurs aussi les élus de la Gironde qui sont présents aussi parmi nous, je tenais à vous remercier de votre présence. À la CNL, la Fédération nationale du logement, nous sommes des défenseurs des droits HLM, une association de défense et de représentation des locataires. Donc aujourd'hui, nous vous interpellons, monsieur le député, parce que sur 16 réformes à moi, qui est un quartier prioritaire de la ville, le quartier de Pessac, nous avons donc ce fameux projet de renouvellement qui prévoit la destruction de 482 logements. Il y a une partie effectivement en destruction, mais il y a aussi une partie en fait où on va vider le tour et elle va quand même rester. Donc nous sommes en face d'un dévoiement de la fonction première des HLM. Alors je vous rappelle un petit peu l'historique de ce qui s'est passé. En fait, depuis 2016, le maire de Pessac était venu en réunion publique et nous a présenté trois projets. Et nous nous battons en fait depuis le début contre ce projet parce qu'à aucun moment il n'a été question de rénovation par exemple totale. Ce projet nous a été imposé de façon verticale par le maire de Pessac, par la métropole et donc aussi par le bailleur. Il y a une sorte, on ne peut pas s'empêcher de parler peut-être éventuellement de connivence dans cette élection verticale, parce qu'à aucun moment on a voulu vraiment prendre en considération les desiderata des gens qui voulaient éventuellement rester. Nous avons fait une pétition, nous avons aussi questionné les gens s'ils voulaient partir, s'ils voulaient rester. Et en fait, on se retrouve que les gens qui étaient impactés veulent en majorité rester. Nous avons donc pétitionné ces gens-là. Nous avons aussi été à Bordeaux métropole de façon à pouvoir défendre notre projet et à prendre en considération la volonté des habitants. À chaque fois, le maire a écarté. Il n'a même ostracisé notre association, qui est une représentation nationale des locataires. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Avec la disparition de 3 tours, de 109 logements chacune, dans ce sont un grand tour de 10 étages que vous venez de voir, et donc la disparition aussi sur un petit bâtiment de 46 logements. Alors, il y a une quatrième tour qui va être vidée aussi, c'est la tour 8 par exemple, et donc ils veulent mettre à la place de logement HLM, c'est pour ça que je parlais de dévoiement de la fonction première des HLM, c'est-à-dire que sur la moitié d'une tour, ils envisagent de mettre des start-up, et dans une autre moitié, des logements pour jeunes travailleurs avec des baux précaires de 2 ans. Ils appellent ça Sèche Entreprendre. Le projet a évolué, il a été complètement raboté partout. Maintenant, on prévoit aussi la vente par rapport au projet initial, 127 logements supplémentaires à la vente. Voilà, donc la fonction, pour nous, association qui nous battons pour la défense des gens, nous sommes, je dirais scandalisés, parce qu'on ne peut pas, permettre un tel projet qui a été imposé de façon verticale aux habitants de Pessac. Il faut savoir aussi que tout au long de ce projet, par rapport à la loi, parce que c'est ça qui est important, vous en tant que représentant du peuple et législateur, il se trouve qu'en fait le bailleur ne respecte pas un article de la loi qui est l'article 44 quater de la loi de 1986, qui prévoit qu'avant l'élaboration de tout projet, il doit y avoir une réunion entre le bailleur et les associations et les locataires qui sont concernés. Donc on nous a imposé un projet. Par exemple, moi j'habite dans une tour. C'est la tour 7. À aucun moment j'ai été convié, par exemple, pour des projets ils appellent ça des ateliers. Des ateliers où il fallait éventuellement choisir entre le scénario 1, le scénario 2, le scénario 3. Et il se trouve qu'en fait, à aucun moment, les personnes vraiment concernées n'ont été sollicitées. Et donc, c'est un déni de démocratie qu'on assiste. Et c'est très dommageable. Nous avons donc proposé, parce que comme nous sommes force de proposition,
un projet alternatif qui permet effectivement de réduire le coût écologique et aussi le coût de construction. Et donc on arrive à un total moitié moindre par rapport au projet initial qui avait évolué de 170 millions, nous sommes passés pour certains à 240. Et donc nous avons un projet moitié moindre à 70 millions. Voilà, donc depuis maintenant le projet a avancé. Donc nous intentons une action en justice contre le bailleur de France, contre aussi la délibération du 27 septembre 2022 au conseil municipal de Pessac, qui entérine le projet qui nous a été imposé, voilà. Et Bordeaux Métropole aussi pour la décision du 30 septembre 2022 en conseil métropolitain. Donc je vous remercie par avance de l'attention que vous pourrez porter au logement social et à toutes sortes de discriminations. Je donne dès à présent la parole à Monique Torres, qui est donc notre présidente de l'association amicale Cette Forme Noire de la CNL sur place. Ce PRU-là, il a quelque chose de particulier, c'est qu'à partir de début 2020, il a été récupéré, si je puis dire, sous la responsabilité de Bordeaux Métropole. Et ce projet-là, le PRU de Sège, il a été intégré dans un partenariat qui s'appelle un autre projet, Sège Montagne et Compostelle, qui lui-même est intégré dans un vaste projet, alors qui est financé par l'État et par toutes les collectivités publiques, qui s'appelle ILO-Campus. Alors là, le problème se corse, parce que là, on n'est plus dans le droit privé, on est dans le droit public. Et la parole des locataires est complètement diluée, et notamment les locataires qui sont concernés par la démolition est complètement diluée pour se faire entendre. En fait, quand on réfléchit bien, dans le cadre du PRU de Sège, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont être relogés, mais les BND dans la charte quand même, qu'on va leur proposer, on va leur faire 3 propositions, et on va leur proposer des logements dont le loyer sera le logement proposé, pas du tout le logement qu'ils avaient avant. Et ici, on avait des logements spacieux, c'est-à-dire qu'un T2 c'était quand même 55 mètres carrés, un T3 c'était 70, 75 mètres carrés, un T5 85 mètres carrés. On constitue comme ça des logements de ce genre. Donc, ils vont payer un loyer plus cher pour un logement plus petit, parce que ça sera aussi en fonction de la composition de la famille. Et concernant l'énergie, nous, on a les charges locatives. Les charges, nous, on bénéficie de la géothermie. Donc, on a par exemple des coûts de chauffage qui sont extrêmement intéressants. Là, on va leur proposer un logement qui, parce que ici, dans la région, c'est très localisé la géothermie. Donc, on va leur proposer un logement avec des coûts d'électricité beaucoup plus importants. S'ils sont dans une résidence où le bailleur a fait ce qu'il faut pour changer le matériel en prévision des coûts d'énergie, ils vont avoir des notes de gaz qui vont aussi être posées. Donc, et en plus, ce n'est pas dit non plus qu'ils bénéficient de toutes les structures qu'ils ont ici. Ici, nous avons une clinique, nous avons un centre commercial, nous avons des écoles à proximité, on a les transports, le tram qui est pas très loin. Vous voyez, il y a tout un ensemble que pour nos locataires, c'était extrêmement intéressant. Et on veut transformer tout ça en détruisant des bâtiments pour faire une coulée verte. Alors là, pour nous, c'est un non-sens. On va relever le foncier aussi, parce qu'on va faire venir des familles plus aisées. Donc, on fait de la gentrification pour des motifs économiques. Et donc, il faut considérer quand même que les locataires, ce ne sont pas des biens d'équipement, ce ne sont pas non plus une question d'argent, et c'est des êtres humains. Et que eux, par contre, ceux qui seront délogés, eh bien, eux, ils vont le faire. Et donc ça, il faut en tenir compte. Voilà. Nous, on a toujours dit qu'une démolition, ça revenait extrêmement cher. D'une part, sur le plan environnemental, parce que ça va faire une pollution monstre, et écologiquement, c'est pas possible. La démolition par elle-même, il faut quand même compter plus de 11 millions d'euros, 10 millions et poussière. La reconstitution des logements hors site, c'est-à-dire qu'il faut reconstruire 373 logements qui vont être détruits. Ça va quand même coûter 73 millions. Et
Alors que la réhabilitation en elle-même pour l'existant, ça va revenir à 72 millions. Donc pour 300, ça va revenir plus cher pour de détruire que pour réhabiliter. Et par-dessus le marché, on détruit pourquoi? Des bâtiments qui sont sains pour une coulée verte, pour relier deux quartiers. Et ça, c'est absolument... Ils vont construire ici et ailleurs, mais ici, ce qu'ils vont faire, ça ne sera pas du HLM. Ça sera de l'accession à la ce qu'ils vont propriété. construire sur le site ici, ça sera des établissements privés. Alors, il est bien évident qu'on ne sait pas du tout à l'heure actuelle où est-ce qu'ils seront relogés. Parce que la loi prévoit qu'ils doivent être relogés dans le canton de Tessac ou dans un rayon de 5 km, ou si le locataire le demande, il peut être logé ailleurs. Sauf que dans pratiquement tous les PRU qui se sont faits jusqu'à présent, cette application de la loi a été très peu respectée. Bon, pour dire un mot, moi je suis député du nord de la France et je suis aussi conseiller municipal d'une commune de 16 000 habitants avec des logements collectifs, des HLM. Et ce que je sais, parce que je tiens des permanences tous les vendredis matins, je reçois du monde de ma circonscription tous les vendredis matins, c'est qu'on a une crise du logement qui est très très forte. Très très forte. Il y en a 50 000. 8 personnes sur 10 que je reçois à ma permanence, c'est parce que ce sont des familles, des mamans avec un enfant en bas âge, des locataires en logement privé et dont le propriétaire revend la maison et qui ont besoin d'un logement tout de suite. Et des gens qui sont en attente d'avoir un logement décent. Et il n'y a pas. Il n'y a pas de logement. Il y a une crise du logement forte parce que en 2018, le gouvernement, donc maintenant 4 ans, le gouvernement a coupé les robinets des logements sociaux, des bailleurs sociaux. Il y a eu d'abord la ponction de 5 € sur les APL et ensuite une baisse des loyers qui a été supportée par les bailleurs. Et donc les bailleurs sociaux sont aujourd'hui dans des difficultés telles qu'ils ne construisent pas autant qu'ils le devraient et ils ne réhabilitent pas non plus. Ça, c'est le premier problème. Ça, c'est un problème national auquel nous sommes tous confrontés. C'est qu'il n'y a pas assez de logements pour répondre aux besoins de toute la population. Il y a un deuxième problème qui arrive, vous n'en avez pas parlé, mais parce que vous avez une spécificité, c'est les factures d'énergie. Vous êtes, vous, branché sur la géothermie, tant mieux. Mais dans beaucoup d'endroits, il y a les régulations de charges qui tombent, avec des factures à payer très importantes. Chez moi, c'est 400 € qu'on leur réclame maintenant, à payer dans 15 jours. Autant dire que ce n'est pas possible. Vous imaginez, là, si vous avez une facture de 400 € à payer, maintenant, vous imaginez la situation. Donc c'est une colère sans nom. D'ailleurs, je réunis les locataires samedi pour organiser avec eux la résistance. Mais on ne peut pas payer. Voilà. Bon, maintenant, vous, là, vous êtes confronté à un projet de réhabilitation, pas de réhabilitation, mais si, réhabilitation. C'est un projet de réhabilitation, il casse l'existant. Et vous dénoncez une absence de discussion et de concertation. Et selon ce que vous me dites, la manière dont ça s'est fait, c'est difficile pour moi de juger. Je découvre ce projet là maintenant et la manière dont ça s'est fait. Mais normalement, et de ce que je connais chez moi, les concertations, elles peuvent se faire, elles existent. Tout est prévu pour ça, c'est faisable. On réunit les habitants par tour, par immeuble, on les réunit dans une salle, on discute avec eux, on vous présente les projets, on les invite régulièrement à des réunions. Enfin, chez moi, c'est comme ça que ça se passe. Alors, ça a été fait quand même ici, là, sous forme d'atelier, mais c'est de l'information et de la communication. Tout ce qu'on parlait des concertations qui n'ont pas été faites, c'est des concertations spécifiques entre l'association des locataires et les bailleurs. Ou dans l'article du 44, il dit que avant de commencer, pendant l'élaboration du
le bailleur doit discuter avec les associations de locataires sur le coût du loyer, sur les travaux à faire, et notamment sur les démolitions, reconstruction. Donc, mais tout ça, ça n'a pas été fait du tout. Par contre, effectivement, il y a eu des réunions, il y a eu des enquêtes de fait auprès des locataires sur leurs souhaits, ce qu'ils voulaient sur le plan des espaces verts, comment ils voulaient que leur logement soit réhabilité. Voilà. Mais ça, c'est de la communication, de l'information. Si vous contestez la concertation pour la raison que vous venez d'évoquer, vous n'avez la seule voie, c'est la voie juridique. Voilà, c'est ça. Mais ça fait 6 ans qu'on s'occupe du projet. Là, c'est vraiment le dernier recours. On a attendu jusqu'au dernier moment. Mais voilà. Il n'y a pas d'autre choix, hein. Malheureusement. Bon, c'est pour ça que nous, ce qu'on voudrait, c'est que, pour éviter d'aller au recours juridique, qu'on rappelle aux bailleurs l'application de cet article 44 Carter. Il dit clairement les choses. S'il y a concertation, eh bien, effectivement, le bailleur, qui est propriétaire, il pourra tenir compte ou pas de ce qu'on va dire. Mais il n'empêche qu'il y aura eu la concertation. Et il sera obligé d'en tenir compte et le faire savoir. Mais ça n'a pas été fait. Donc à partir de là, on dit, comme ça a été dit, les élus, ils n'ont pas eu de façon éclairée tous les éléments de la position de la CNL. Ils ont faussé, nous on dit, le vote des élus. Parce que ça aurait pu changer la donne. Puisque nous, on demande une réhabilitation totale et bien pensée. Hein, et non pas cette démolition des 373 logements ou la disparition des 482 logements de la santé. Ce que je peux faire, c'est de... Moi, je ne vais pas juger du projet de réhabilitation. Parce que je ne suis pas un élu local, je découvre ce projet que vous me présentez. J'entends vos arguments, mais bon, il faudrait que je me penche sur le dossier. Je ne vais pas juger sur le fond. Mais je sais que, effectivement, si la loi et les textes prévoient que les associations soient consultées, je peux demander à ce que vous puissiez l'être et que vous m'avez interpellé à ce titre. Sans préjuger de l'issue de la concertation et de ce qu'il en sera. Moi, je ne suis pas là ici pour dire que je viens m'opposer à un projet. Je ne suis pas élu d'ici, ça serait malvenu. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui venait sincèrement les autres dire de l'extérieur en disant il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Je veux être quand même respectueux de ça. Donc, je veux bien regarder avec mes amis élus ici, auprès de qui, de la métropole. Les élus de la métropole. De la métropole, ils sont bien placés. Intervenir pour demander à ce qu'on intervienne dans ce sens-là et qu'on appuie dans ce sens-là. J'interromps les rencontres pour aller dans la suivante, donc c'est mon rôle pour toute la journée. Merci en tout cas d'avoir pris du temps pour nous expliquer, même si les élus communistes de la métropole sont au fait de toute situation. Vous rencontrez régulièrement. Oui, heureusement que Fabien Roussel doit maintenant aller rencontrer des syndicalistes de l'AIA notamment. Donc, on va devoir arrêter cette rencontre, mais en tout cas, vous savez que vous pouvez compter sur les communistes et sur les élus communistes à la métropole en particulier pour suivre ça et obtenir quelque chose, au moins sur la concertation. Merci à vous d'être venus. Oui, merci. Bon, écoutez, je vais voir. On retourne à cette